En résumé, donc je vais l'écrire dans un petit coin, celle-ci, celle à laquelle on arrive. On a une stat z ici, x bar 1 moins x bar 2 divisé par sigma racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Ce machin-là suit une loi normale centrée à 8. Ok. Maintenant, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que dans le modèle que nous avons choisi, alors quand je dis le modèle, je parle cette fois-ci du modèle de données, c'est-à-dire ce truc-là. Ça, c'est un modèle de données. C'est-à-dire un modèle qui dit, premièrement, les scores suivent des lois normales. Ça va prendre toute son importance dans un instant. Première chose. Deuxièmement, les moyennes de ces lois normales sont potentiellement différentes. Troisièmement, les variances, ou ici sur le graphique les écarts types de ces lois normales, par contre, sont absolument identiques. Trois choses. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de données, c'est-à-dire, là, on n'est plus dans le modèle de l'échantillonnage d'une statistique, on parle vraiment des données, de scores des gens. Nous supposons que les scores des gens suivent des lois normales, mais pas forcément de même moyenne selon qu'on est homme ou femme dans cet exemple. D'accord ? Par contre, on suppose que c'est exactement de même variabilité. Ça, c'est un modèle très particulier, et on l'appelle le modèle de groupe avec variance homogène. Modèle de groupe gaussien avec variance homogène. Et c'est lui qui va servir de base à tout ce que je vais dire par la suite pour amener cette statistique finale à laquelle nous arrivons. J'attire votre attention sur le fait que si ce modèle-là est vrai, si les choses fonctionnent, et on va tout faire pour s'en convaincre, on va prendre beaucoup de mesures pour s'assurer que ça colle pas mal, cette affaire-là, sur nos données réelles. Si ce modèle-là est juste, si je devais estimer la variabilité du phénomène, c'est-à-dire la façon dont les gens obtiennent des notes différentes dans cette situation, comment je m'y prendrais pour calculer une variance dans cette situation? Comment, dit d'une autre manière, je pourrais me débrouiller pour estimer l'écart type commun, le même écart type qui apparaît ici en bleu et en orange? Comment puis-je, à partir des données, espérer en avoir une espèce de mesure empirique sur les échantillons? Ce serait un peu idiot, par exemple, d'essayer de mesurer cette variabilité-là uniquement dans le groupe bleu. Parce que comme c'est la même variance dans le groupe orange, c'est dommage de ne pas utiliser en plus les données du groupe orange pour espérer estimer également cette variabilité qui est de la même amplitude moyenne, c'est ce que nous supposons, dans le groupe orange par rapport au groupe bleu. Donc en fait, ça fait sens de vouloir mesurer cette variabilité-là. Je vais appeler ça S carré, la variance que je cherche à estimer sur les données concrètes, ou l'estimation que je cherche à obtenir sur les données concrètes, de cette variance commune. On va l'appeler comme ça, hein, la variance supposée identique, sigma carré, puisque nous postulons sigma 1 carré égale sigma 2 carré. Cette variance identique, j'aimerais bien en avoir une mesure sur des données concrètes. Comment on fait pour avoir une mesure de variance? Vous vous rappelez? On fait la somme pour un individu numéro 1 d'une part, mais ensuite jusqu'à un individu numéro n. Alors dans le premier groupe, il y en a n1. De quoi? De la note de cette personne xi qui se trouve dans le groupe numéro 1, moins la moyenne vraie, dans l'idéal en tout cas c'est ça, au carré. Je fais la somme des carrés, et puis je divise par le nombre d'observations, mais ici comme j'ai deux groupes, et que chacun de ces deux groupes m'apporte une information sur la même variabilité, je vais continuer, je vais également calculer les écarts carrés aux moyennes dans le deuxième groupe. Cette fois-ci, je les numérote par J, les individus du deuxième groupe, et il y en a N2. Donc somme de J égale 1 jusqu'à N2, de quoi? Des XJ2 moins mu2 au carré, d'accord? Et quand je fais ça, vous êtes d'accord? Alors la formule n'est pas terminée, mais vous êtes d'accord, je suis en train de faire une somme de carré. Une somme d'écart au carré entre les notes des gens et la moyenne, mais attention, la moyenne de leur groupe. Je ne vais pas m'amuser à aller calculer l'écart carré d'une personne par rapport à la moyenne de l'autre groupe. Ce que je cherche à obtenir, c'est une mesure concrète, empirique, de ce qui est supposé être une variance unique dans les deux groupes. D'accord ? Et ces écarts entre les notes des gens et puis la moyenne n'ont de sens que si naturellement pour tous les individus du groupe 1 je calcule les écarts par rapport à la moyenne du premier groupe et pour tous les individus du groupe 2 je calcule les écarts à la moyenne par rapport à la moyenne du groupe qui les concerne bien sûr. Et quand on fait ça, eh bien on est en train d'essayer de calculer une variance commune, elle s'appelle comme ça. Et puis à la fin, on divise par le nombre total d'observations n1 plus n2. D'accord ? Ça s'appelle calculer une variance commune.
En pratique, vous savez bien ce que nous avons appris à faire. mu1 et mu2 sont des quantités qu'on ignore. Donc, quand on veut estimer une variance sur des données concrètes, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix, puisque pour calculer la variance, il nous faut toujours au moins une moyenne. On n'a pas d'autre choix que de prendre la moyenne qu'on a sous la main, c'est-à-dire la moyenne d'échantillons. Donc ça veut dire en clair que mu1 ici que j'ignore, je suis obligé de le remplacer, tout comme ici le mu2 qui se trouve ici. Je suis obligé de le remplacer, l'un par x bar 1 et l'autre par x bar 2. Et on avait vu que quand on faisait ça, ça posait un problème. Quand on calcule une variance où ce n'est pas les vraies valeurs de moyenne, mu1, mu2, qui sont mises dedans, mais les moyennes d'échantillons, ou la moyenne d'échantillons si on n'en a qu'un, qu'est-ce qui se passe? Les variances sont en moyenne trop petites. Ça sous-estime la variance que de faire ce raccourci-là. Mais on a appris à corriger ce biais. Quand on n'avait qu'un seul groupe et qu'une seule moyenne remplacée, vous vous rappelez ce qu'on faisait? Le total, on lui soustrayait une unité en bas. Et ça corrigeait intégralement le biais. Sauf qu'ici, on a fait deux fois ce remplacement. On a remplacé mu1 par x bar 1 et on a remplacé mu2 par x bar 2. Et ce deuxième remplacement a lui aussi rendu plus petite et artificiellement plus petite notre estimation de la variance, mais on pourrait faire un petit calcul, je ne vais pas le faire ici, mais les plus curieux d'entre vous pourront le trouver dans le manuel de cours. Un petit calcul montre qu'en fait, on corrige ce deuxième biais en appliquant exactement la même procédure, c'est-à-dire en soustrayant une deuxième unité en bas ici. Et en faisant n1 plus n2 moins 2, eh bien on corrige cet estimateur de variance, il n'est plus biaisé, il n'est plus en moyenne trop petit, et sa distribution est centrée et tourne autour de la vraie valeur sigma carré. On peut montrer ça, j'ai pas fait de petit simulateur pour vous en convaincre, mais vous pouvez en voir la démonstration dans le manuel de cours. Ok, vous comprenez l'idée? Ce que je suis en train d'écrire ici, c'est une formule de la variance, qu'on appelle la formule de la variance commune, et elle n'a de sens, cette formule. Alors, on l'a corrigée en soustrayant deux unités en bas, donc au final, on écrit ici, bien sûr, n1 plus n2 moins 2. Voilà. Cette formule de la variance, elle n'a pas de sens dans le cas général, elle a du sens uniquement quand on a deux groupes. Si j'ai trois groupes, elle se généralise bien. Si j'ai trois groupes, je vais avoir ici un terme supplémentaire derrière, plus la somme des écarts sur le troisième groupe, mais par contre, il ne faudra pas que j'oublie d'enlever une unité supplémentaire ici, et ainsi de suite, quoi. Elia, je vois votre question. Effectivement, le calculateur Rdestat va faire tout ça pour vous automatiquement. Là, je suis juste en train de vous expliquer les principes sous-jacents pour que vous sachiez exactement ce que fait Rdestat pour vous, mais vous n'aurez pas à le faire à la main, d'accord? C'est juste des explications théoriques que je vous donne pour l'instant. Voilà, donc le cas à trois groupes, ça se traite très bien. 4 groupes, vous allez voir tout à l'heure, on va traiter 5 groupes, c'est la même méthode. Voilà, donc Céline, vous voulez dire quoi? C'est une question ou une affirmation? C'est moins 2 et moins 1. En fait, on met en bas, on soustrait en bas, c'est une question, on soustrait en bas autant d'unités qu'il y a de moyennes remplacées. Donc ici, j'ai remplacé mu1 par x bar 1, hop, ça fait moins 1. J'ai remplacé mu2 par x bar 2, hop, ça fait encore moins 1. Autrement dit, moins 2 au total. Si j'avais un troisième groupe, pour lequel je remplace mu3 par x bar 3, en supposant que j'ignore mu3, eh bien je devrais corriger à nouveau le biais en faisant moins 1 en plus. Autrement dit, à la fin, j'aurai n1 plus n2 moins 3, et ainsi de suite. En général, au dénominateur, ici en bas, vous aurez n1 plus n2 plus n3, et ainsi de suite. Autrement dit, grand N, si vous préférez, si on veut raisonner, de manière générale. Ici, on dira grand N moins grand K, si j'appelle grand K le nombre de groupes. Parce que pour chaque groupe, en fait, j'enlève une unité pour corriger le biais inévitablement introduit par le remplacement de la moyenne de population correspondante par la moyenne d'échantillons. D'accord ? Donc en bas de cette formule de la variance commune, il y a toujours grand N moins le nombre de groupes. Nombre total d'individus moins nombre total de groupes. En fait, ça revient à ça. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle la variance commune, la formule de la variance commune. Pourquoi j'ai fait ce petit détour? Pourquoi je tiens à vous parler de cette formule de la variance commune? Parce qu'elle va nous être utile. Elle va nous être utile pour pouvoir juger de la taille de x bar 1 moins x bar 2, même si ça paraît pas évident tout de suite comme ça. Enfin, ça l'est si vous avez travaillé un peu à l'avance le cours, bien sûr, mais
Euh, cette formule de la variance, je cherche un peu de la place pour écrire. Cette formule de la variance, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'on va pouvoir, donc ici on a n1 plus n2 moins 2, on va pouvoir dire quelque chose d'elle en termes de distribution. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que ce que je suis en train d'essayer de faire avec vous, puisque la statistique Z que nous avons ici pour l'instant est inutilisable à cause d'un paramètre de sigma inconnu, je suis en train de préparer le terrain à une petite manip qu'on a déjà faite la dernière fois, où on a rencontré exactement cette situation-là, sauf que c'était sur une seule moyenne que portait l'inférence, et où on se trimballait un sigma en bas dont on ne savait pas quoi faire, dont on ne connaissait pas la valeur. On a fait un petit détour en utilisant la connaissance que nous avions de la distribution de la variance, pour pouvoir combiner cette statistique Z avec l'autre statistique sur la variance, en les mettant ensemble comme une recette de cuisine, en les combinant toutes les deux sous la forme d'un rapport, on a vu qu'on pouvait faire émerger une nouvelle distribution qui s'appelle la distribution de Student, où le sigma en question disparaît purement et simplement. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de faire ici, de la même manière, pour pouvoir avoir une statistique totalement débarrassée à la fin de sigma. Pour y arriver, j'ai besoin d'expliciter la distribution de ce S carré là. Quelle est la distribution suivie par ce machin là, moyennant une petite transformation? Si par exemple je le remultiplie par N1 plus N2 moins 2, ce S carré là, si je le multiplie, hop, je vais m'effacer ici, si ce machin là je le multiplie par N1 plus N2 moins 2, et que tout de suite derrière je divise par sigma carré, la variance commune vraie, bien sûr je l'ignore, mais vous allez voir, ça va nous être utile de l'écrire à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens en haut la somme des carrés, somme sur i, somme sur i, alors, somme sur i des xi1 moins x bar 1 au carré, plus somme sur j dans le deuxième groupe des x j2 moins x bar 2 au carré. Voilà le numérateur que j'obtiens quand je multiplie s carré par n1 plus n2 moins 2. Et puis en bas, je divise par sigma carré, et pour le coup, je peux écrire cette division deux fois, puisque c'est un diviseur qui est unique et commun sur les deux morceaux ici. Vous voyez ce que j'obtiens? J'obtiens quelque chose qui a une structure connue en fait. Quand j'ai à peine transformé ma variance commune par cette petite bidouille qui consiste à la multiplier par n1 plus n2 moins 2 d'abord, puis ensuite à la diviser par sigma carré, j'obtiens à droite quelque chose qui devrait vous paraître familier si vous avez bien étudié la partie précédente du cours. À quoi ça ressemble ce machin-là? Ce sera plus évident si je rentre le sigma dans la parenthèse. Pour le coup, comme il y a déjà un carré sur la parenthèse, je l'ai enlevé sur le sigma. Il n'y a plus qu'un seul carré ici et là qui va porter à la fois sur le numérateur et le dénominateur. J'ai le droit d'écrire ça. Ouais, c'est une somme de carrés, Guillaume. Oui, Maxime, on avance vers effectivement une distribution de qui 2. Regardez ce que j'ai. J'ai une somme de carrés de scores centrés réduits. Et là aussi, une somme de carrés de scores centrés réduits. Donc au final, j'ai une grande somme de carrés de scores centrés réduits. Et cette seule phrase devrait normalement tout de suite en effet évoquer, comme Maxime le rappelle, la loi de Ki2, puisque c'est quoi une distribution de Ki2? C'est la distribution qui est suivie par une statistique qu'on a construite exactement de cette manière-là. C'est-à-dire, on prend des carrés de scores centrés réduits, indépendants, et on les additionne. Enfin, il y a deux petites choses supplémentaires normalement qu'il faut ajouter pour que ce soit vraiment un Ki2 et que je n'ai pas dit dans ma phrase. C'est quoi? Ça suffit pas d'avoir une somme de carrés de scores centrés réduits pour que ça fasse un Ki2. Ouais, indépendance, Céline, je suis d'accord.
et normalité. Voilà, c'est ça Guillaume. Normalité et indépendance. En effet, si je veux pouvoir considérer que ce truc-là suit une loi de qui 2, bah, je dois avoir en effet que les scores qui sont ici et là, les notes des gens, que je suis en train de centrer, ça doit être issu d'une loi normale, sinon ça ne va pas marcher. Toute la suite de mon raisonnement sera faux si j'ai pas ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon on va en avoir besoin de cette loi normale sur les scores, donc dessinons-la tout de suite directement. Donc là, si je veux vraiment que ce machin-là suive une loi normale, ou plus exactement si je veux pouvoir dire quelque chose en distribution de S carré, je suis obligé d'admettre ou de supposer que les scores des gens doivent être issus d'une loi normale, ce qui sera le cas pour certains tests et pas pour d'autres. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps avec vous pour voir ces choses qui sont un tout petit peu abstraites, j'en ai conscience, parce que vous allez comprendre pourquoi à la fin du parcours je ferai le bilan de tout ce qu'on a dû supposer pour arriver à cette stat qui est archi utilisée en psycho et qui s'appelle le T de student pour comparer deux moyennes, et que si on n'a pas vu au moins une fois dans sa vie ce petit voyage au pays des statistiques, et en particulier de la statistique de student, alors on risque de l'utiliser à tort et à travers, ce qui est exactement ce qui se passe dans la littérature psycho et que je ne voudrais pas que vous reproduisiez. Donc ici, pour que ça marche, tout ce que je vais dire ensuite, j'ai besoin de dire qu'ici, les scores des gens entourés en rouge, là, suivent des lois normales. Si c'est le cas, alors ce que j'ai là, est bien une somme de carrés de lois normales, centrées, réduites. Et quant à l'indépendance, bah, j'ai juste besoin de faire attention à la manière dont les tests ont été passés auprès des gens. Si c'est un test de performance langagière, il a été passé de manière individuelle, ça n'a pas pu avoir d'impact, la performance de l'un n'a pas pu avoir d'impact sur la performance de l'autre. Donc je peux argumenter facilement l'indépendance par le contexte même de passation, à condition que je sois initié à cette partie des statistiques et que par conséquent, en tant que psychologue, quand j'organise ma passation, je sache à l'avance que toutes mes statistiques ne seront valides que si les passations des gens sont indépendantes. Ce qui exclut d'emblée et immédiatement toute forme de passation collective, par exemple. J'attire votre attention là-dessus. Donc tout ce que nous disons là en stats a une implication extrêmement pratique et concrète d'un point de vue psychologique sur la manière dont nous collectons nos mesures. C'est aussi un autre aspect important. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est que cette statistique qui est là, aux conditions qu'on a dites, c'est-à-dire premièrement, les scores suivent des lois normales, deuxièmement, ils sont indépendants les uns des autres, bah cette stat-là, à cette condition, suit une loi de qui 2. Ok, ça suit une loi de qui 2. Attention, dans une loi de qui 2, on dit que son paramètre, c'est le nombre de termes qu'on a additionnés. Donc là, combien j'en ai additionné des termes? Bah, j'en ai additionné N1 plus N2. Donc je pourrais être tenté de dire que le qui 2 en question est à N1 plus N2 degrés de liberté. Sauf que, en réalité, il y a un petit peu moins de variabilité que ça. Il n'y a pas N1 plus N2 degrés de liberté, source de variation dans cette statistique, toujours et encore à cause de ce fameux problème du remplacement de mu1 et de mu2 par leur x bar correspondant. Ça nous prive d'une certaine forme de variabilité. Pourquoi? Parce que c'est comme si on disait au calcul, si, x bar 1 c'est la vraie valeur. Si, x bar 2 c'est la vraie valeur. Donc prends-les comme des valeurs fixes et immuables et non chargées d'erreur, ce qui n'est pas vrai. X bar 1 est chargé d'erreur, x bar 2 est chargé d'erreur. Donc quand vous faites ce remplacement, vous êtes en train de supprimer une partie de la variabilité réelle des choses. Vous gommez artificiellement une partie de la variabilité, des sources de variation qui existent dans le qui 2 normalement. Et on peut montrer que, en réalité, ce remplacement nous a coûté 2 degrés de liberté. C'est comme si on avait en quelque sorte enlevé 2 personnes, en fait, que d'avoir fait ces remplacements. C'est exactement équivalent à ça. C'est pour ça qu'on dit que cette distribution est certes une qui 2, mais pas à N1 plus N2 degrés de liberté, mais N1 plus N2 moins 2 degrés de liberté. Mais bon, à cette petite réserve près, le plus important pour nous, c'est que nous sachions dire que cette statistique, N1 plus N2 moins 2, S carré sur sigma carré, ça suit une loi que nous connaissons. Alors, je remets les choses au propre. Je ne comprends pas votre question, Eve. Loi de qui 2 égale son paramètre, ce sont les quoi additionnels? Les degrés de liberté. Les degrés de liberté. Ou encore, ça correspond également au nombre de carrés que l'on additionne. Vous voyez ici, je fais la somme de plusieurs carrés, autant qu'il y a de notes. Voilà. Bah, vous n'êtes pas obligé de tout écrire, Eve. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, en fait, est écrit noir sur blanc dans la fiche en ligne, d'une part, et puis au pire, vous pourrez revoir la vidéo si vous manque des morceaux. Je remets ça au propre.
Je vois la question d'Ambre. Est-ce que la nécessité d'indépendance veut aussi dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour la différence entre une passation 1 puis... Non, ça c'est différent dans cette situation-là. Parce que dans cette situation-là, rappelez-vous ce qu'on a fait, Ambre, on a remplacé les deux mesures par une seule, en soustrayant l'une à l'autre. Du coup, on n'a plus en définitive qu'une seule mesure en réalité dans le test final que l'on fait, qui revient par conséquent à un test sur une seule moyenne. Vous vous rappelez de cette astuce qu'on a utilisée. Et la question de l'indépendance, alors je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. En tout cas, la question de l'indépendance ne se pose plus quand on fait ça, que entre les sujets. Ou est-ce que l'indépendance veut seulement dire qu'il ne faut pas que les différents participants s'influencent les uns les autres? Oui, fondamentalement c'est ça. L'indépendance, c'est les participants ne doivent pas s'être influencés les uns les autres. Et c'est vrai autant dans le test de comparaison de moyennes répétées que dans le schéma de Ki2 qu'on est en train d'expliciter là. Oui, j'avais mal compris votre question, je croyais que vous vouliez parler de l'indépendance entre deux mesures répétées prélevées sur un même sujet. Mais oui, donc la réponse est oui, c'est ce que vous dites est correct dans la deuxième partie de votre question. Allez, je fais un peu le ménage ici pour pouvoir réécrire au propre ce qui se trouve ici. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Et là, j'ai besoin d'écrire simplement que... effacer des trucs dont j'ai besoin. Donc sigma racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Ok, ça c'est ma première brique de base. Et ma deuxième brique de base, on vient de le voir à l'instant, c'est que n1 plus n2 moins 2 s carré sur sigma carré, ça suit une loi de Ki2 à n1 plus n2 moins 2 degrés de liberté. Ok. Voilà mes deux briques. Et vous notez que dans les deux briques, il y a un paramètre sigma inconnu. D'accord ? Sigma ici, sigma carré là. Et la petite astuce est précisément, c'est pour ça que j'ai fait ce petit détour par cette notion de variance commune, puis ensuite la distribution de cette variance commune un petit peu transformée ici. Pourquoi ? Parce que nous savons articuler une statistique normale avec une statistique Ki2, d'une manière qui les organise sous la forme d'un rapport, d'une division. Et vous voyez ce qui va se passer, c'est que dans cette division, je vais me débarrasser du sigma inconnu. C'est ça tout l'enjeu. En fait, on sait calculer une statistique T qui divise une normale 0,1 par la racine carrée d'un Ki2 divisé par ses degrés de liberté. Vous vous rappelez de ça? On a vu ensemble ce que ça donne. Si je prends quelque chose qui suit une normale 0,1, que je le divise par la racine carrée de quelque chose qui suit une loi de Ki2, divisé par ses degrés de liberté. Le symbole que j'ai écrit ici s'appelle nu, NU. Ça représente le nombre de degrés de liberté de la loi de Ki2. C'est un symbole usuel en statistique pour désigner le nombre de degrés de liberté d'une loi de Ki2. On a vu ensemble donc la distribution qui est suivie par une telle construction, qui paraît un peu bizarre au début, mais après on comprend tout de suite à quoi ça sert. On a vu ensemble que ça suivait une loi de Student, d'accord, qui est une loi très simple, qui ressemble beaucoup à la loi normale, et donc on serait assez content de pouvoir faire quelque chose en combinant ces deux machins-là qui, précisément, suivent l'une une loi normale centrée réduite et l'autre une loi de Ki2. Regardons ce que ça donne. Quand je fais le rapport des deux, donc en haut ici, j'ai x bar 1 moins x bar 2 divisé par, je vais le laisser exprès dans la racine, mon sigma, pour qu'on voit bien, sigma carré 1 sur n1 plus 1 sur n2, voilà. Divisé par, hop, je vérifie que je suis plus à l'écran, ouais c'est bien, divisé par, donc ça c'est ma normale 0,1 qui est en haut, et puis divisé par la racine carrée de ma Ki2, c'est-à-dire n1 plus n2 moins 2 s carré sur sigma carré, ça suit une loi de Ki2, attention, divisé par ces degrés de liberté. Ici, combien il y en a des degrés de liberté de ma Ki2? Il y en a n1 plus n2 moins 2. Bah, ça tombe bien, ça va me simplifier le travail. n1 plus n2 moins 2. Je vois en effet que le n1 plus n2 moins 2 qui est là va se simplifier avec le n1 plus n2 moins 2 qui est là.
D'accord? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que la racine carrée ici de sigma carré qui se trouve ici, qui se trouve ici en bas d'une division, va se simplifier avec la racine carrée du S carré qui se trouve ici, également en bas d'une division. Donc ces deux morceaux-là, ces deux sigma carrés qui sont là, se simplifient eux aussi, pour à la fin nous laisser simplement avec une statistique qui s'écrit x bar 1 moins x bar 2 divisé par, qu'est-ce qui reste en haut? 1 sur n1 plus 1 sur n2. Et puis, en bas, il me reste ici ce morceau-là, qui est simplement la racine carrée de S carré. Alors, il ne faut pas que j'oublie par contre de maintenir la racine carrée sur les effectifs ici, mais le S, lui, peut être écrit comme ça, à l'extérieur. S racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Et si vous regardez bien, vous voyez à quoi on arrive. On arrive à une statistique dont on sait désormais qu'elle suit une loi de Student, puisqu'on a parfaitement respecté la recette de cuisine de Student, qui nous dit, voilà, si vous prenez une normale 0,1 et puis une qui 2 et que vous combinez les choses de cette manière-là, vous êtes sûr d'obtenir un résultat qui va, à l'issue, suivre une loi de Student, une loi symétrique, qui a une forme vraiment très proche de la loi normale, qui est facile à manipuler. Donc c'est ce qu'on a ici. Et puis surtout, regardez bien, on obtient une forme qui est vraiment très semblable à la stade Z qu'on avait initialement. C'est vraiment pratiquement identique, sauf qu'à la place de sigma, qui nous a empoisonné la vie puisqu'on ne savait pas trop par quoi le remplacer, nous avons désormais S, qui est une valeur que nous connaissons puisqu'elle est intégralement calculée sur les données. C'est l'écart type commun qui se trouve ici calculé. D'accord ? Donc voilà, le cheminement que nous avons fait nous permet d'arriver à une statistique qui s'écrit comme le Z là-haut, mais qui est intégralement calculable, puisque c'est en fait S qui vient remplacer sigma. Le prix qu'on paye à faire ce remplacement n'est pas très coûteux, puisque c'est juste le fait de changer de distribution. Au lieu d'être une loi normale 0,1, ça va être une student dont les degrés de liberté sont simplement les degrés de la liberté de la qui 2 qu'on a mis à l'intérieur. Le seul et unique paramètre d'une student, c'est le nombre de degrés de liberté ici que vous avez en bas de la qui 2 qui vous sert à le construire. Puisqu'en haut, vous pouvez rien changer. La normale 0,1 ici, c'est non paramétré, c'est fixé, ça ne peut pas être modulé. La seule chose que vous pouvez paramétrer dans la construction, c'est le nombre de degrés de liberté en bas. Et par conséquent, c'est ça qui constitue le paramètre unique de la loi de student. Donc on dira ici que cette statistique finale à laquelle nous arrivons, eh bien, elle suit une loi de student à n1 plus n2 moins 2 degrés de liberté, puisque c'est ça le nombre de degrés de liberté de la qui 2 que nous avons mise à l'intérieur. D'accord ? Au final, je voudrais attirer votre attention sur le fait que pour arriver, alors je vous ai un peu emmené assez loin. Je sais bien que les enseignements de stats en psycho passent pas tous par ce cheminement. Voilà. Souvent, on vous présente ici la stat finale, vous allez la trouver comme ça dans les bouquins, sans forcément vous donner tout le détail de la construction. Pourquoi je trouve absolument indispensable que vous ayez le détail de la construction? Parce que, en effet, si on voit juste la forme de la statistique, donc t égale x bar 1 moins x bar 2 divisé moins x bar 2 divisé par S racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Ce truc-là, nous avons découvert que ça suivait une loi de Student à n1 plus n2 moins 2 degrés de liberté. Ok. Attention, pour pouvoir l'affirmer, nous avons dû faire tout ce cheminement qui dit, premièrement, mu1 égale mu2. On est parti de là, vous vous rappelez? Mu1 égale mu2. Ça, c'est pas trop gênant, c'est notre hypothèse nulle. C'est celle qu'on s'autorise éventuellement à écarter de notre chemin si vraiment on arrive à un truc absurde en fin de course, en fin de ligne. Donc, c'est pas trop gênant. Mais, on a ajouté, deuxièmement, sigma 1 carré égale sigma 2 carré. Ah. Tout ce que nous avons dit, et surtout le résultat final auquel on arrive ici, ne vaut que si chacune des étapes que nous avons franchies et où nous avons fait des hypothèses sont acceptables. Et ici, si j'ai la moindre raison de douter de sigma 1 carré égale sigma 2 carré, bah c'est fini. Tout le reste de la construction s'effondre comme un château de cartes. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. Troisièmement,
pour que la distribution sur S carré, la variance commune, soit vraiment une qui 2, on a dit, attention, les scores doivent suivre une loi normale. Et aussi, on a dit, ces scores doivent être indépendants. Ok. Donc en fait, tout ça est une construction, par étape, par étage. Et si on a faux sur l'une ou l'autre de ces étapes, eh bien, ce qui se trouve écrit ici est purement et simplement faux et inutilisable. Et pourquoi je prends le temps de discuter de tout ça avec vous? Parce que je vois que cette statistique est certainement la statistique la plus utilisée en psychologie, puisque beaucoup des questions que se posent les psychologues sont vraiment traitées par des comparaisons de groupes. Je vois que les gens ont tendance à l'utiliser par automatisme. C'est tellement facile dans un logiciel d'appuyer sur le bouton T de Student, pas dans R2Stat justement, mais en tout cas dans pas mal de logiciels, vous appuyez sur le bouton T de Student et il vous le donne sans frémir. C'est tellement facile d'obtenir ça, et ensuite d'aller directement à l'interprétation, que ça peut très bien vous faire dire des bêtises si par exemple on a des distributions qui ne sont pas du tout de variance homogène, si on a des distributions qui ne sont pas du tout normales, si on a des contextes de passation qui ne garantissent pas l'indépendance. Bref, il y a vraiment de nombreuses raisons que cette stat échoue, mais vous ne le verrez pas si vous appuyez juste sur un bouton automatique.